À peine un cycle électoral fini que les États-Unis s'engagent déjà dans un autre, les élections présidentielles du 5 novembre 2024. Ce qui signifie que les primaires pour choisir les candidats de chaque parti vont bientôt avoir lieu. Or, côté démocrate, il n'y a que 3 candidats et Biden a clairement l'avantage vu que c'est le président sortant. C'est surtout du côté républicain qu'il y a débat sur qui représentera le parti, sur qui aura les meilleures chances de battre les démocrates. En fait, ces dernières années, les casseroles judiciaires et les défaites électorales de Trump s'empilent les unes sur les autres. Clairement, sa candidature divise le camp républicain. D'ailleurs, on approfondit le sujet dans cette vidéo, si tu veux en savoir un peu plus sur les déboires de Trump. En fait, il y a plein d'adorateurs de Trump qui considèrent que les élections leur ont été volées et que le véritable président des États-Unis, encore aujourd'hui, c'est Trump. Selon leur dire, les USA ne seraient plus une démocratie. Ils renient donc la légitimité des tribunaux, des procureurs et du système électoral. Il y a quand même plus de 2000 supporters de Trump, les plus radicaux, qui ont lancé l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021 pour renverser le gouvernement démocratiquement élu. Donc niveau déni de démocratie, on est sur une toute autre planète. Mais bon, on n'est plus à un paradoxe près. Bref, c'est pour cette raison que de plus en plus de républicains considèrent que l'heure est venue de tourner la page et de miser sur un nouveau candidat. Et certains pensent aussi qu'il est temps de revenir à un exercice de la politique plus noble, plus respectueux de l'opposition et surtout de la vérité. Faut dire que les 4 années qu'a passé Trump à la présidence ont énormément endommagé le lien de confiance entre la société et la classe dirigeante. To tell you, he is a decent person and a person that you do not have to be scared as president of the United States. No man. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. Et c'est lunaire comme échange. Rien à voir avec le spectacle auquel on assiste ces dernières années, qui fait plus penser à un ring de boxe qu'à un débat politique. Donc, à présent que Trump a officialisé sa candidature, dur à dire quel sera le choix de l'électorat républicain. Malgré les scandales sexuels, l'affaire Stormy Daniels, l'assaut contre le Capitole et le vol de documents classés secret défense, et les toutes dernières accusations de complot contre l'État, Trump est à nouveau en tête des courses des primaires républicaines. Je ne partirai jamais. Trump jure de rester dans la course présidentielle de 2024, même s'il est reconnu coupable. Trump arrivera-t-il à convaincre les républicains de le désigner comme leur seul et unique candidat à la présidentielle? Et ce, alors qu'il est inculpé d'un crime fédéral qui peut l'amener en prison. Selon plusieurs spécialistes de la justice états-unienne, il n'y a rien d'un point de vue juridique qui pourrait l'en empêcher, même s'il se retrouve derrière les barreaux. Après, d'un point de vue de sa crédibilité politique, c'est une autre histoire. De fait, il y a 2 précédents qui vont dans ce sens. Déjà, en 1920, Eugene Debs, le chef du Parti socialiste, a présenté sa candidature alors qu'il était incarcéré. Puis, en 92, rebelote avec Lyndon LaRouche, un adepte des théories du complot qui avait été condamné à une peine de prison pour fraude en 88. Bref, assez parlé de Trump. Cette vidéo ne traite pas de lui. Enfin, pas directement. Alors, est-ce que ce grand dadais a des chances d'emporter d'abord les primaires, puis les présidentielles? Le parti républicain est-il prêt à tourner la page? Tôt ou tard, il devra bien le faire. Doit bien y avoir quelqu'un pour incarner cette fronde anti-Trump au sein du parti de l'éléphant. Il y en a même plusieurs. Déjà, on a le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, ou celui qui avait été le vice-président de Trump, Mike Pence. D'ailleurs, aujourd'hui, il est devenu l'une des principales critiques de l'action présidentielle de Trump. Sinon, il y a aussi l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, et qui avait aussi été l'ambassadrice des États-Unis devant l'ONU, Nikki Haley, ou encore Chris Christie, l'ex-gouverneur du New Jersey. Mais il y a un candidat qui se démarque nettement des autres. Il a une notoriété publique, compte sur un soutien important de l'opinion publique et surtout de grands donateurs. Car, on vous le rappelle, les campagnes présidentielles aux USA, ça se joue à coups de centaines de millions de dollars. On vous parle bien évidemment de l'actuel gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Vous avez tous entendu parler à un moment ou à un autre de celui qui a réussi à arracher la victoire in extremis aux dernières élections pour le poste de gouverneur de la Floride. Il a brillamment réussi à transformer la Floride, Anita Pivot, les fameux swing states, en un bastion républicain sur lequel les démocrates ont désormais très peu d'emprise. Il y a 5 ans tout juste, en 2018, DeSantis remportait la Floride avec un écart de seulement 32 500 voix. On vous parle d'une marge de 0,4%.
% sur son adversaire démocrate. En 2022, cet écart il est passé à 19 points. Alors qu'est-ce qu'il a accompli pour distancer à ce point les prétendants au poste de gouverneur de la Floride? Et s'il a été capable de le faire au niveau d'un État, est-ce qu'il serait capable de reproduire cet exploit au niveau de tout un pays? Mais dans cette vidéo, on va analyser point par point ses principales forces, mais aussi ses principales faiblesses. Ron DeSantis, l'étoile montante du parti républicain, va-t-il se brûler les ailes comme Icare ou va-t-il assassiner politiquement son mentor Trump en prenant sa place face au candidat que le camp démocrate aura désigné? Allez, on démarre. Le succès de Ron. Une pincée de conservatisme à l'ancienne, enrobée d'un soupçon de populisme. Le tout présenté sur une assiette qui vous est apportée par un dur à cuire charismatique, un homme, un vrai, prompt aux déclarations controversées. Voilà comment décrire DeSantis en une phrase. Mais on va pas s'en tenir à ça. Le gouverneur de Floride a quelques belles réussites à son actif. Ou en tout cas, il parvient à s'en attribuer la paternité. Déjà, la Floride a connu une splendide embellie économique avec une croissance supérieure à n'importe quel autre État et avec un taux de 2,5%, son chômage est à un niveau historiquement bas. Du coup, ça pousse les entreprises à innover pour offrir de meilleures conditions à leurs salariés et devenir ainsi plus attractives à l'embauche. Donc forcément, les salaires deviennent plus compétitifs, alors qu'en vrai, les salaires en Floride ont toujours été parmi les plus bas du pays. Logiquement, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'en 2022, la Floride est l'État qui a accueilli le plus de nouveaux habitants, avec une croissance démographique annuelle de 2%. On ne parle pas de nouvelles naissances ou de migrants étrangers, mais de citoyens US qui déménagent des quatre coins du pays pour profiter de l'Eldorado de DeSantis. Mais ils bougent surtout depuis les États de New York et de l'Illinois, deux bastions historiques des démocrates qui, avec la Californie, subissent une véritable hémorragie démographique. Du coup, le premier argument à faire valoir de Ron DeSantis, c'est son bilan en matière de gestion. Sous son mandat, la Floride a véritablement progressé d'un point de vue économique et démographique. Et on ne parle pas que de statistiques, mais aussi de réformes judiciaires politiquement très significatives pour les conservateurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut exactement attribuer à Ron DeSantis? Est-ce que tout ce qu'il touche se transforme en or? Ou bien est-ce que c'est un concours de circonstances qui a joué en sa faveur? En gros, est-ce que c'est l'homme de la situation ou est-ce qu'il a été au bon endroit au bon moment? Mais c'est contrasté. Si c'est vrai que sous son mandat, la Floride a réalisé de solides performances économiques, la carrière du gouverneur est jonchée d'actes politiques que certains d'entre vous trouveront tout à fait à leur goût, alors que d'autres en seront horrifiés. Bref, DeSantis ne laisse personne indifférent. L'homme de fer au paradis. Si on se penche sur son bilan social, DeSantis appartient au courant conservateur et traditionnaliste. Et il n'a pas ménagé ses efforts pour faire basculer le corps juridique et législatif de la Floride dans une sorte de dynamique conservatrice anti-wokisme comme il aime dire. Bon alors, comme je vois plein de gens utiliser à tort et à travers ce terme, j'aimerais remettre les pendules à l'heure. Le wokisme, c'est un terme qui a été dévoyé de son sens originel pour discréditer tous ceux qui proposent une lecture différente de la société, qui proposent de déconstruire certains schémas sociaux qui sont profondément enracinés dans notre imaginaire collectif. Typiquement, ce sont des personnes qui militent pour plus d'inclusion sociale, des communautés LGBT, des minorités ethniques, pour l'environnement, pour le féminisme, etc., etc. Mais bon, comme il y a des excès de tous les côtés, forcément qu'on va finir par voir émerger des lunatiques qu'on caricature pour nuire à tout un mouvement de pensée qui a ses vertus, n'en déplaise à certains. Et donc, par sincère conviction ou par clientélisme, DeSantis a fait de la Floride le fief de l'anti-wokisme. We have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers. And we reject woke ideology. Parmi ces mesures anti-wokistes phares, il a notamment promulgué une loi qui interdit aux universités de proposer des cursus axés sur la diversité et l'inclusion sociale. DeSantis considère que ce sont des débats creux qui n'ont aucune raison d'être et qu'ils sont mis en avant par une gauche déconnectée des préoccupations de l'honnête citoyen. Dans le même temps, cette loi force les établissements du supérieur à revoir leur corpus pour ne pas déformer des événements historiques au prisme de la théorie critique de la race, qui suggère que le racisme est systémique
économique dans les institutions et qu'il permet de verrouiller la domination des Blancs sur les autres minorités ethniques. En gros, les républicains veulent éviter l'amorçage de mouvements citoyens comme Black Lives Matter. Forcément, puisque ça rend une image peu glorieuse du traitement des minorités latines et afro-américaines par les élites blanches. So how many parents want their kindergartners to have transgenderism or something injected into classroom instruction? Une autre loi controversée du gouverneur de Floride, ça a été celle qu'on surnomme Don't Say Gay, en français, ne parlez pas des gays. En gros, elle diffère l'éducation sexuelle dans le système public et surtout, elle interdit de parler de toutes les minorités sexuelles. Initialement, la loi prévoyait de repousser l'éducation sexuelle jusqu'aux âges de 8-9 ans, mais elle vient d'être étendue jusqu'aux âges de 13-14 ans. Mais le volet le plus clivant de cette loi, c'est qu'elle discrimine les élèves LGBTQIA+, ou ceux issus d'une famille appartenant à cette catégorie, genre les familles homoparentales. Elle interdit notamment de faire référence à toute structure familiale qui sort de ce qui est considéré comme ordinaire dans les livres, les manuels scolaires et les films. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était les familles interraciales ou monoparentales suite à un divorce, une séparation, un abandon qui était pointé du doigt, moqué et exclu. Bref, pour les défenseurs de cette loi, c'est le principe de liberté qui prime. La liberté d'enseigner ce que l'on souhaite à ses enfants et pas ce que l'État considère comme utile et pertinent. C'est probablement l'une des lois les plus controversées que DeSantis a promulguées et ça lui a coûté un allié très important. Après les protestations, le PDG de Disney se positionne contre le projet de loi « Ne parle pas des gays » de Floride. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur Disney? Tout simplement parce qu'on trouve à Orlando l'un des plus grands parcs, le plus grand parc d'attractions au monde, Disney World. Et comme Disney est une entreprise très engagée dans l'activisme social, évidemment pour des questions de blé, faut pas être naïf, la corporation a été mise sous pression et a dû se positionner contre cette loi. Et ça fait péter un câble à DeSantis. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, signe une loi pour placer le district de Disney sous le contrôle de l'État. Alors, cette histoire de district contrôlé par une entreprise privée, c'est assez intéressant en vrai, mais on va pas trop s'attarder dessus dans cette vidéo. Donc, en très gros, Disney disposait d'un statut spécial qui lui permettait de jouir d'un certain niveau d'autonomie et qui l'exemptait de tout plein de contraintes réglementaires, et notamment fiscales. Du coup, DeSantis a désigné 5 nouveaux membres du conseil d'administration du district qui remplacent ceux que Disney avait nommé jusque-là. Qu'une entreprise privée ait la mainmise sur un district entier, c'est questionnable. Mais qu'un homme politique puisse user de son pouvoir pour punir un groupe privé qui a une vision politique qui va à l'encontre de la sienne, ça l'est tout autant. La Floride reste un État et non une holding de la famille DeSantis. Mais bon, DeSantis, il est plus à ça près. Ce qui compte vraiment, ce sont les coups d'éclat. D'ailleurs, Ron DeSantis est souvent comparé à Teddy Roosevelt, qui lui aussi était réputé pour ses croisades contre les grands groupes. Parce que Disney n'est pas la seule boîte sur la liste noire de DeSantis. Bref, le bilan du gouverneur de la Floride ne se résume pas qu'à ça. Il a eu le temps d'accomplir bien plus durant ces 4 années passées au gouvernorat. Il a aussi interdit à toutes les institutions publiques et aux agences d'État présentes en Floride d'intégrer et de promouvoir les critères ESG, l'acronyme pour environnemental, social et gouvernance, lorsque celles-ci investissent dans des projets publics. Il dénonçait une supposée wokisation de la finance. Dans la même idée, il a aussi interdit l'interruption volontaire de grossesse après seulement 6 semaines, alors qu'en 2022, il avait déjà abaissé lui-même cette limite à 15 semaines. Or, on estime que plus d'un tiers des femmes découvrent qu'elles sont enceintes après que les 6 semaines se soient écoulées et 20% encore plus tardivement. En pratique, ça revient à interdire un très grand nombre d'avortements. Bref, avec tous ces éléments, vous pouvez déjà dégager une tendance concernant le projet politique de DeSantis. Il va à contre-courant de la bien-pensance et il n'a pas peur de heurter les sensibilités. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est assez dur de dire s'il croit vraiment à ces jérémiades ou s'il tire uniquement sur une corde sensible de ses électeurs pour les mobiliser en sa faveur. Bon, et pour rendre hommage à son agenda ultra-conservateur, il a évidemment allégé la réglementation autour de la possession et de la détention d'armes à feu. En gros, il a promulgué une loi qui permet à quiconque
en Floride de porter une arme, même dans les espaces publics, tant qu'elle reste concealed, dissimulée. Mais en plus, il dispense tout le monde de formation, d'examen d'habilitation et même de contrôle des antécédents judiciaires et psychiatriques. Pour Ron DeSantis, le deuxième amendement de la Constitution est sacré. La possession d'armes à feu est un droit inaliénable. Évidemment, comment ne pas mentionner l'assouplissement de la peine de mort qu'il a facilité en éliminant l'unanimité des jurés, comme l'exigeait la loi jusqu'à présent, au profit d'une simple majorité de 8 contre 4. Il a quand même été vachement occupé, Ron DeSantis, et on n'a pas encore abordé la question de l'immigration. DeSantis est devenu l'un des porte-étendards de la lutte anti-immigration clandestine. Il a déclaré la guerre aux sans-papiers. Alors, faut quand même préciser qu'aux USA, la loi est beaucoup moins stricte qu'en Europe, que certains considèrent déjà comme trop laxiste. En Amérique du Nord, en tant qu'immigré illégal, on peut travailler, passer l'examen du permis de conduire, envoyer ses enfants à l'école et même acheter une maison. En gros, tant que vous bossez et que vous respectez la loi, les autorités sont moins regardantes sur la légalité de votre séjour sur le territoire national. Bon, après on n'est jamais à l'abri d'une descente des agents de la ICE, la Immigration and Customs Enforcement. Or, Ron DeSantis, lui-même issu de l'immigration, rappelons-le, mais attention, de la bonne. Et puis, c'était il y a longtemps, 3 générations, et en plus des Rital, pas des Latinos ou des Afro-Caribéens. Et bah, il a un problème avec les sans-papiers. You can't build a strong economy based on illegality. On vous épargne le reste de son discours au relent xénophobe, mais en gros, il reprend les diatribes de Trump. Il blâme le laxisme du Parti démocrate et les désigne comme coupables de la mort de dizaines de milliers de consommateurs de fentanyl. Faut dire que le fentanyl, il est illégalement acheminé via le Mexique, tout comme plein de méchants Mexicains prêts à vous égorger. Bref, fermez la frontière, construisez un mur, tout ça, vous connaissez. C'est pour ça que le gouverneur du Sunshine State a pris toute une série de mesures, comme criminaliser le recours à de faux papiers d'identité pour trouver un emploi. Alors que c'est pourtant une pratique très courante là-bas, notamment chez les mineurs qui veulent acheter de l'alcool. Il a aussi interdit aux migrants sans papiers de conduire en Floride, même si ceux-ci ont un permis légal accordé par un autre état que la Floride. Toujours dans cette volonté de leur rendre la vie impossible, DeSantis oblige dorénavant les entreprises qui emploient plus de 25 salariés à procéder à une vérification électronique de leur statut de légalité. Or, aux USA, où les soins de santé sont privatisés, les hôpitaux rattachés à Medicaid seront forcés de se renseigner sur le statut de légalité de leurs clients/patients. Quand on parle de patients qui dépendent de Medicaid, ce sont évidemment des personnes très vulnérables en grande précarité économique. Bref, DeSantis a la haine contre les migrants clandestins. À côté de lui, Trump passe pour un clown, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et le pire, c'est qu'il médiatise énormément ses coups d'éclat. Il veut être sûr que tout le monde dans le pays voit en lui le champion de la lutte anti-immigration. DeSantis de Floride achemine des dizaines de migrants illégaux vers Martha's Vineyard, intensifiant la tactique contre les destinations sanctuaires. Fortunately, there's a lot of folks that come across. Where do they want to end up? A lot want to come to, because everyone wants to come to Florida. Our message to them is we are not a sanctuary state. And it's better to be able to go to a sanctuary jurisdiction. And yes, we will help facilitate that transport for you to be able to go to greener pastures. Alors, à quoi est-ce qu'il fait référence quand il parle de sanctuaire? Et surtout, pourquoi avoir consacré 12 millions de dollars pour envoyer des dizaines de migrants clandestins sur une île de l'état de New York, située à plus de 1600 km de la Floride? Mais c'est surtout un gros coup de buzz. Et le choix de la destination était tout à fait réfléchi. En fait, la législation migratoire de l'État de New York dispose que les autorités doivent prendre en charge tout nouvel immigré sans papier, par exemple en leur accordant un logement d'urgence. Or, ces derniers temps, face aux vagues successives d'arrivées, le système s'est complètement effondré. Du coup, l'État de New York est forcé de les héberger dans des hôtels. Assez près en plus, ce qui, vous vous doutez bien, lui coûte très cher. Ah oui, parce qu'on a oublié de le préciser, mais l'État de New York vote pour le Parti démocrate. En fait, DeSantis s'attaque aux États sanctuaires qui, à ses yeux, encouragent les migrants à passer la frontière. Et beaucoup d'entre eux entrent sur le territoire US via la Floride, mais ils y restent. Alors pourquoi est-ce qu'il a précisément choisi Martha's Vineyard? Il a eu le nez creux en fait. C'est un haut lieu de l'élite politico-économique proche du Parti démocrate. Une villégiature qui concentre les résidences secondaires de richissimes donateurs. Même Barack Obama y possède une villa d'une valeur estimée à 12 millions de dollars. Bref, DeSantis a réussi à faire d'une pierre deux coups. Le premier, c'est qu'il est apparu aux yeux de l'opinion publique comme quelqu'un capable de donner une leçon à ces vilains démocrates. Et le second, c'est qu'il a effectivement
progressivement réussi à mettre les démocrates de New York face à leurs contradictions en leur donnant un aperçu de ce que DeSantis considère comme l'enfer de l'immigration clandestine. Le problème, c'est que d'une part, il a utilisé des fonds publics pour ce qui constitue en gros une opération de com pour sa propre campagne présidentielle. Et de l'autre, il a carrément abusé de la confiance de migrants clandestins. On peut clairement parler de déportation dans certains cas. D'ailleurs, il est poursuivi en justice tant par le Trésor que par plusieurs associations de protection pour atteinte à la dignité humaine. Migrants déplacés en avion. Plainte déposée contre le gouverneur de Floride. Migrants déplacés aux États-Unis. Les trésors enquêtent sur le gouverneur de la Floride. Donc, que vous soyez d'accord ou pas avec sa manière de procéder, il y a certaines choses qui ne se font pas, ne serait-ce que d'un point de vue moral. Il reste un élu. Il représente l'État et la loi. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit respecter les normes éthiques et budgétaires. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de ces grandes réalisations, vous devriez avoir une idée plus précise du personnage. Et ça, c'est son bilan en tant que gouverneur. Quelles sont ses propositions à l'échelle du pays et quelles sont ses positions sur les grands enjeux internationaux. Chapitre suivant. Faire des USA une Floride XXL. En fait, l'ambition politique de Ron DeSantis pour les États-Unis, c'est d'en faire une extension de la politique qu'il mène depuis déjà 4 ans en Floride. Il compte donc élargir les lois qu'il a promulguées en Floride à l'échelle du pays. On parle de l'élargissement de la peine de mort, de l'intensification de la lutte anti-immigration clandestine, de l'alignement à marche forcée des entreprises qui ne se sont pas alignées sur ces positions radicales et de la limitation de l'éducation sexuelle dans les établissements scolaires. Ça, c'est au niveau fédéral. Il ferait bien de se rappeler que les États démocrates lui donneront du fil à retordre. Il reste souverain sur la plupart de ces questions. Ensuite, niveau politique étrangère, on va prendre l'exemple ukrainien pour comprendre la position de Ron DeSantis. Déjà, faut savoir que le bloc républicain est très divisé sur la guerre en Ukraine. Il y a une majorité qui est pro-Kiev et pro-atlantiste et une minorité qui est pro-Moscou et qui demande l'arrêt de l'aide militaire et humanitaire des USA à l'Ukraine. Et au milieu de ces deux camps, il y a DeSantis. Ok, c'est un peu vague, donc je vais préciser. En fait, en 2015, c'est-à-dire dans la foulée de l'annexion de la Crimée et de l'invasion du Donbass par le Kremlin, DeSantis était représentant au Congrès. Et c'était surtout l'un des plus fervents défenseurs de la cause ukrainienne. Il prônait une aide militaire active de la part des USA. Aujourd'hui, il a changé son fusil d'épaule. Enfin, pas tout à fait. En gros, il considère que la guerre en Ukraine ne représente pas une menace directe pour la sécurité nationale. Il réclame donc une réorientation de la politique états-unienne vers ses difficultés domestiques. Il fait notamment référence à la crise des opioïdes et à celle de l'immigration. Sauf que ces problèmes, ils existaient déjà en 2015. Donc on pense que DeSantis a surtout recentré sa position pour mieux coller à l'électorat qu'il cible, c'est-à-dire les soutiens de Trump. D'ailleurs, c'est avec le même objectif en tête qu'il a publiquement remis en question la légitimité des procès contre l'ancien président et l'impartialité des juges chargés de l'instruction des dossiers. And indicts a former president on misdemeanor offenses that they're straining to try to convert into felonies. That is when you know that the law has been weaponized for political purposes. That is when you know that the left is using that to target their political opponent. Bref, revenons à la politique étrangère telle qu'elle est envisagée par le candidat DeSantis. Le fait que les USA puissent suspendre leur aide à l'Ukraine donnerait une image désastreuse du pays, tout comme ça avait été le cas lors de leur retrait d'Afghanistan en 2021. Les USA perdraient mécaniquement la confiance de ses alliés. D'abord ceux de l'OTAN qui sont engagés en Ukraine, mais aussi d'Israël, du Japon, de l'Australie et de Taïwan. Ces pays seraient alors beaucoup plus vulnérables à une attaque extérieure, car les régimes totalitaires qui les menacent miseraient tout sur une guerre d'attrition, en espérant que les États-Unis finissent par se retirer. En revanche, le projet de politique étrangère du gouvernement de la Floride est plein de contradictions. Par exemple, le cas taïwanais. DeSantis assure que l'autonomie de Taïwan représente un enjeu critique pour les intérêts des USA. C'est pour ça qu'il défend la poursuite du programme de coopération militaire avec l'île rebelle. Il a aussi adopté une position très hostile à l'égard de la Chine populaire. D'ailleurs, il a interdit à la grande majorité des ressortissants chinois d'investir dans l'immobilier en Floride.
Concernant l'État hébreu, DeSantis est à fond derrière les accords d'Abraham et du soutien diplomatique, économique et militaire à Israël. Il défend aussi l'idée d'ouvrir une ambassade US à Jérusalem, une décision très controversée qui avait suscité une levée de boucliers dans le monde entier. Et puis, côté latino, que les USA considèrent encore comme leur précaré au XXIe siècle, DeSantis s'oppose fermement au régime chaviste de Maduro au Venezuela et à l'assouplissement des sanctions contre le régime castriste à Cuba. Par contre, quand il s'agit d'accueillir les migrants latino-américains qui fuient les zones de conflit et d'insécurité alimentaire et économique, il est beaucoup plus discret. D'ailleurs, une grosse partie des migrants qu'il avait déportés à Martha's Vineyard étaient originaires du Venezuela. Bref, c'est un autre de ces paradoxes, une grande gueule, mais c'est tout. Voilà, on a fait le tour du personnage. DeSantis est un personnage clivant, mais il a un charisme indéniable qu'il met au service d'une vision puritaine et traditionnaliste de la société. Son mépris pour la guerre en Ukraine peut en inquiéter certains, et à raison, mais il est très probable que ce soit uniquement une manière de séduire l'électorat de Trump afin de lui voler des voix. S'il parvenait à accéder au bureau ovale de la Maison-Blanche, si ses conseillers font leur boulot, il sera bien obligé d'atterrir. Les derniers sondages semblent indiquer que l'écart se creuse entre Trump et DeSantis au profit de l'ancien président. Ron DeSantis, le grand rival de Trump, fait déjà pchit, présenté comme le concurrent républicain le plus dangereux pour l'ancien président Donald Trump. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, voit sa campagne patiner et les doutes s'expriment de plus en plus ouvertement. En revanche, en cas d'affiche Trump versus Biden, il y a un léger avantage pour le candidat démocrate, mais l'écart est très faible et le vent peut changer à tout moment. Par contre, si Trump parvient à gagner les élections, ce serait catastrophique pour l'Ukraine. Rappelons qu'il avait promis de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. C'est de très mauvais augure pour l'Alliance occidentale. Bref, DeSantis, c'est une version allégée du Trumpisme, donc plus acceptable pour certains. Et puis, faut pas oublier que contrairement à Donald Trump, Ron DeSantis a servi dans l'armée US. Bon, d'accord, il n'était que conseiller juridique, mais n'empêche, ça fait une expérience militaire sur le terrain. Et ça, les électeurs états-uniens, ils sont très sensibles. Mais le problème, c'est que si Trump a effectivement perdu le soutien de quelques poids lourds du Parti républicain, il reste néanmoins très plébiscité par les masses. Fin juin, selon un sondage, 49% des électeurs républicains considéraient que Trump devait se représenter. Le reste était partagé. Mais ça veut pas dire qu'ils pensaient que DeSantis était une meilleure option. En fait, Trump fait l'objet d'un véritable culte de la personnalité. Et ce sera très difficile pour DeSantis de rattraper son retard. En fin de compte, DeSantis n'est pas une alternative à Trump. L'écart, il est trop important. En revanche, il est son héritier politique. Si Trump se plante, s'il est déclaré inéligible, s'il a un pépin de santé, alors DeSantis s'imposera comme le choix naturel des électeurs de Trump. Voilà, on a bien pensé le sujet. Maintenant, c'est ton tour. Est-ce que tu penses que Ron DeSantis serait la meilleure alternative à Trump? Et qu'il le soit ou pas? Est-ce qu'il parviendra à s'imposer comme le candidat naturel du Parti républicain? Fais-nous savoir ce que t'en penses dans les commentaires. On espère que t'as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi, lâche un like et partage. Et nous, promis, on te tiendra au courant des élections nord-américaines de 2024. Peace out.